Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la seconde partie de la conférence qui s'est déroulée tout à l'heure. Je rappelle le thème. Dans un jeu fiction ludique très structuré idéologiquement et mécaniquement par l'impératif d'action, l'expérience contemplative est-elle possible? Et pour discuter de ce thème, nous sommes avec Isabelle Anvers, auteure, critique et commissaire d'exposition indépendante. Son champ d'investigation est l'immatériel au travers de la relation entre l'art, les jeux vidéo, Internet et les nouvelles formes d'images liées au réseau et à l'imagerie numérique. Après avoir organisé de nombreuses expositions en France et à l'étranger, Australie, Norvège, Italie, oui, cette dame a beaucoup voyagé, elle collabore régulièrement avec le Centre Pompidou et des festivals français et internationaux. Merci Isabelle d'être là. Nous sommes également avec Brice Roy. Vous pouvez peut-être juste dire bonjour à la salle et puis qu'on... Bonjour. Voilà. Bonjour au fait, Arvers d'ailleurs. Brice Roy, donc doctorant, une thèse de philosophie en ce moment sur le jeu et le numérique à l'université de Compiègne. Il se consacre à la conception de jeux vidéo indépendants, expérimentaux au sein du collectif One Life Remains. Il est également professeur de game design, critique des cultures numériques et membre de l'OMNSH. Merci Brice d'être avec nous. Nous sommes également avec Sébastien Janvot, c'est comme ça que ça se prononce. Tout à fait. Professeur des universités game designer, notamment chez 13, Case of Game Space, responsable de l'Expressive Game Lab, www.expressivegamettoutattaché.com, auteur de nombreuses publications sur les jeux vidéo, dont le jeu à son air numérique chez l'Harmattan. Il s'intéresse notamment à ce qui fait du jeu une forme d'expression à part entière et au processus de ludicisation du numérique. Il anime également une chaîne YouTube intitulée Théorie des jeux vidéo. Sébastien, merci d'être avec nous. Alors justement, Sébastien, c'est toi qui vas ouvrir le feu. Tu disais tout à l'heure que tu avais certaines définitions. Brice, qui est à côté de moi, disait aussi que cette question avait certains présupposés scandaleux. Donc il va y avoir de la discussion, il va y avoir du débat. Sébastien, d'abord, quelques petites définitions. Est-ce que tu es d'accord pour dire, et si oui, pourquoi que le jeu est idéologiquement conçu autour de l'impératif d'action? Idéologiquement, je ne sais pas. Disons que la notion d'impératif d'action, c'est une notion que j'avais un peu développée dans certains de mes travaux par rapport au fait que lorsqu'on essaie de définir ce qui fait du jeu vidéo une forme d'expression, on doit essayer d'en cerner ses spécificités. C'est-à-dire qu'est-ce qui distingue par exemple le jeu vidéo du cinéma, de la bande dessinée, de la musique, etc., etc. Et si par exemple on compare le jeu vidéo au cinéma, au cinéma, le réalisateur a un loisir qu'il peut mettre en place par rapport à son spectateur, c'est-à-dire le spectateur est dans la salle de cinéma, il regarde le film et à un moment, le réalisateur peut choisir de faire une baisse de rythme dans sa narration, de fait que le spectateur s'ennuie et puis tout d'un coup, bam, relancer le rythme pour faire, je sais pas, un effet de surprise, une tension dramatique, etc., etc. Disons que dans le jeu vidéo, le game designer n'a pas tout à fait le même luxe que le réalisateur. C'est-à-dire si au bout d'un moment, on a une vraie baisse de tension et que le joueur s'ennuie, bien, il peut toujours lâcher son pad, partir, et du coup, l'œuvre, entre guillemets, ou disons le jeu vidéo, ne se déroulera plus. Il faut que le joueur agisse pour que l'œuvre puisse se développer. Et donc, on peut se dire qu'effectivement, il y a cet impératif d'action, le joueur doit agir pour que les événements préétablis dans la structure de jeu puissent se dérouler, etc., etc. À partir de ça, effectivement, on peut présupposer que cet impératif d'action va avoir un impact à la fois sur les valeurs et sur les émotions que le jeu vidéo pourrait véhiculer. J'ai notamment un collègue qui s'appelle Bernard Perron, qui est spécialiste des jeux vidéo d'horreur, et qui dit que, par exemple, l'émotion de peur, de colère, etc., sont des émotions qui correspondent à cet impératif d'action. C'est-à-dire, quand on a peur, on sait bien comment il va falloir réagir par rapport à la menace, etc., etc. Des stimulants, quelque part. Voilà, des stimulants. Voilà. Et ça permet de véhiculer cet impératif d'action. Alors, ça ne veut pas dire que d'autres types d'émotions ne peuvent pas répondre à cette même logique. Néanmoins, il est vrai que pour plein de raisons, et ça on pourra y revenir, ces émotions-là
dans le jeu vidéo ont pu être à un moment surreprésentées parce qu'elles facilitaient cette réponse. Et pareil, par rapport à la question qui est est-ce que c'est idéologiquement structuré, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des valeurs qui correspondent mieux à cet impératif d'action. Certains théoriciens, comme notamment Stephen Klein, dans un très bon ouvrage qui s'appelle Digital Play, a montré que dans les jeux vidéo, il y avait certaines valeurs, certaines thématiques, notamment des thématiques guerrières, de conflits, de masculinité, etc., qui étaient surreprésentées au long de l'histoire du jeu vidéo. Alors même si elles ne sont pas exclusives, elles ont été dominantes. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que quelque part, de façon structurelle, le jeu vidéo va favoriser ces thématiques, puisque la masculinité, les thématiques guerrières peuvent aussi favoriser un impératif d'action, il faut agir, et ces thématiques s'y prêtent bien. Alors pour autant, ce qui est intéressant, et là après je peux peut-être laisser la parole par rapport à ça, c'est qu'on constate ces derniers temps que des jeux reposent essentiellement ou en grande partie sur des expériences contemplatives. Dans la conférence d'avant, il y a un jeu qui a été nommé qui s'appelle Dear Esther, où on explore une île sans trop savoir pourquoi on est là, ou même dans les jeux, je ne sais pas, comme World of Warcraft, tout le monde a eu ce sentiment à un moment de se dire je vais aller faire mes quêtes, puis tout d'un coup j'explore un lieu et je tombe sur un paysage qui m'éblouit et je prends du temps pour admirer ce qui se passe, quoi. Et est-ce que ça rentre dans cette logique d'impératif d'action aussi ou pas? Voilà. Donc, en tout cas, l'impératif d'action, c'est quelque chose qui structure l'expérience du joueur, qui peut avoir un impact sur les émotions ou les valeurs véhiculées, mais qui n'est pas déterminant et qui, en tout cas, est une des spécificités du jeu vidéo, à mon avis, en tant que forme d'expression, en tout cas une spécificité qu'il faut prendre en considération, même si elle n'est pas exclusive et même si elle peut être partagée avec d'autres médias, quoi. Voilà. Alors, on retrouve en tout cas cette spécificité dans mon domaine, parce que c'est vrai, j'ai complètement zappé de me présenter. Moi, je m'appelle Romaric Briand, donc je suis podcasteur, animateur du podcast de la Cellule, et donc je suis aussi auteur de jeux de rôle. Et à la base, Yann m'avait invité sur ce sujet pour parler aussi de cette dimension dans le cadre du jeu de rôle, le jeu de rôle papier, et le jeu de société également. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que l'impératif d'action est nécessaire et que effectivement les thématiques employées notamment par les rôlistes et par le jeu de rôle sont également des stimulants pour créer de la fiction, pour engendrer des réflexions autour de situations possibles. Donc on retrouve effectivement ce même impératif. Pour autant, ici, donc on a un sujet qui semble les opposer. Dans le jeu de rôle, Sébastien, par exemple, on a la question « Que faites-vous » La fameuse question « Que faites-vous » Et ça, c'est vraiment une injonction tout à fait. À agir pour le coup. Mais alors, attention, parce que cette question peut être également précédée d'une question « Que regardes-tu ? Que vois-tu ? Que contemples-tu » Alors, l'action dans le jeu de rôle, justement, attention, agir, ça peut être aussi dire je regarde, je contemple. Ça peut être aussi une action. Mais on ne va pas rentrer tout de suite dans ce débat-là. Juste, on va rester pour l'instant dans le domaine du jeu vidéo. Rapidement, est-ce que autour de cette table, vous êtes tous d'accord pour dire que ce que vient de nous décrire Sébastien, l'impératif d'action, entre en contradiction avec non, c'est pas ce que tu n'as pas dit que ça rentrait en contradiction, mais est-ce que vous pensez que cet impératif d'action que vient de nous décrire Sébastien peut entrer en contradiction avec la contemplation? Parce que c'est ce que semble présupposer le sujet. Boris, c'était toi qui avais l'air d'être révolté par cette... Écoute, déjà, je sais pas, mais moi, quand je lis la question, là, l'intitulé de la conférence, on est bien là pour parler du jeu. La question, je le lis, dans un jeu, pas dans un jeu vidéo. Oui, tout à fait. Donc déjà, je sais pas pourquoi on parle de jeux vidéo. Parce qu'en même temps, on est au Stunfest, et donc jeu vidéo peut amener à parler. Le jeu peut amener à parler du jeu vidéo dans un cadre. Je te rassure, Brice, on ne va pas parler que de ça. Donc, tout de suite, moi, je me dis alors, dans un jeu strictement structuré idéologiquement, voilà, ça aussi, ça me surprend un petit peu. Je ne sais pas pourquoi on parle d'idéologie à partir du moment où ce serait structuré par de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aurait qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire quand on définit un jeu comme étant une fiction? Alors, je ne sais pas trop pourquoi ce serait une fiction ludique. Ça me semble être une sorte de répétition, c'est un peu étrange. Donc structuré idéologiquement et mécaniquement par l'action. Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à un type de jeu qui pouvait ne pas être de l'ordre de l'action, et dans la mesure où il me semble, mais peut-être, ça va peut-être pas de soi, que le jeu est une activité,
j'ai du mal à imaginer comment il ne pourrait pas être un lieu, comment le jeu ne pourrait pas être le lieu du déploiement de différents types d'actions. Donc ça, c'est ma première interrogation. Et puis aussi, il y a un deuxième questionnement que j'ai tout de suite. C'est, alors tu l'as un petit peu effleuré, c'est cette idée d'une opposition entre l'action et la contemplation. Et encore pire que ça, après tout, action et contemplation pourraient être mis en opposition. Je vois pas trop pourquoi ça les empêcherait de coexister. Alors, qui a posé la question déjà? C'est lui, là, c'est Yann Chauvière, toujours. C'est lui, c'est toujours les mêmes, on sait bien. Non, mais en fait, l'action opposée à la contemplation, c'est vieux comme Aristote. Hein. C'est-à-dire que cette idée que l'action s'oppose à la contemplation, c'est donc bon, le présupposé de la question, il existe depuis un certain temps. Et pour justement, dans la conférence précédente, juste pour faire un petit previously. Il disait, une des thèses qui ressortait, c'était que, justement, c'est parce que le jeu, on suppose du jeu qu'il implique une action, que la contemplation en a d'autant plus de force, parce que le moment où on décide de cesser d'agir pour observer, pour regarder, là, on peut vraiment parler de contemplation dans la mesure où on fait le choix de regarder. On n'est pas justement là on n'est pas en observation pour trouver le moyen le plus adapté d'échapper à une cohorte de zombies. On pose la manette et on regarde. Et donc, ça suppose des conditions bien particulières. Donc, non seulement... Comme tu le disais, regarder... c'est un type d'action, précisément. C'est un type d'activité. Et c'est ce que tu disais, non seulement elles coexistent, mais en plus, elles se renforcent l'une l'autre. C'est-à-dire que le moment où on n'agit pas et où on contemple, on a d'autant plus de force. Isabelle, toi, de ton côté, tu avais certaines œuvres. Alors, tu es une esthète. Tu travailles dans le domaine de l'art. Et donc, du coup, j'imagine que toi, tu vas avoir des œuvres à nous montrer qui travaillent sur cette notion de contemplation et tout ça. Alors, il y a quelqu'un dans le public tout à l'heure qui disait que, justement, il n'y a pas, si on veut donner ces lettres de noblesse aux jeux vidéo, on doit montrer en quoi est-ce qu'il permet une contemplation. Bon, mais moi, pour continuer là sur ces histoires de définition, il faut aussi repenser la question de l'action. Parce que est-ce que j'agis vraiment quand je suis en train de ramasser une fleur, quand je suis en train de me battre, quand je suis en train de répondre à un stimuli? Ou est-ce que je suis en train d'agir quand je prends la responsabilité de vraiment passer à l'acte et de faire quelque chose? Donc, est-ce que quand je joue et quand j'agis dans le jeu, je ne fais pas que répondre à quelque chose qui a été prépensé pour moi et auquel je ne fais que répondre et que je subis quelque part, hein. Il y a quand même assez peu de jeux où j'ai une totale liberté d'action. Tout est quand même a priori prédéveloppé et présupposé. Donc voilà, j'irai jusque-là. Après, oui, c'est vrai, j'ai des exemples à vous montrer, mais pas forcément pour critiquer la notion d'action dans le jeu, juste pour montrer qu'au départ, quand... en tous les cas, les premières œuvres d'artistes qui se sont intéressés au jeu, oui, ont enlevé la notion d'action dans les œuvres. Mais ça ne représente qu'une infime partie de tout ce qui a pu exister et ce qui existe encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle le game art, ou en tous les cas, ce qui existe dans cette relation entre l'art et le jeu vidéo. Mais en tous les cas, oui, j'ai des exemples... Alors, qu'est-ce que je commence à les montrer ou je sais pas si tu veux, je pense que c'est le bon moment de le faire. Parce que, pour moi d'ailleurs, quand on disait que j'avais fait des expos, je voulais être sûre que ça fonctionne. Alors, le premier exemple que je vais vous montrer, parce que oui, donc j'ai fait plusieurs expositions autour de cette relation art et jeux vidéo, mais ce ne sont pas forcément des œuvres que j'ai eu tendance à montrer. Justement, j'essayais quand même de voir ce qui pouvait être de l'ordre de l'interactivité et ce qui pouvait être de l'ordre du jeu. Ce travail-là que vous voyez, c'est Super Mario Clouds de l'artiste Cory Arcangel. Et donc, il a piraté la cartouche de jeu pour enlever en fait tout et ne laisser que les nuages. Mais ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est pas forcément de regarder uniquement des nuages qui passent. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il avait mis toute la recette sur son site. Il avait mis tout
toutes les lignes de code pour qu'on puisse faire la même chose. Et c'est là qu'on va retrouver un peu ce que j'évoquais au tout début, c'est quand est-ce qu'on est réellement en train d'agir. Est-ce que c'est quand on... Parce que j'allais poser la question justement. Là, tu vois, idéologiquement, bon, t'arrives devant ça, tu te dis pas tout de suite que c'est du jeu, tu vois. C'est là qu'idéologiquement... Parce que ça n'en est pas. Je voudrais pas... Parce non, que ça n'en est pas. là, Non, mais on est fait, d'accord. Mais c'est pour ça. Pas. Je voudrais un peu défendre la question quand même, parce que tu l'as balayé un peu d'un revers de main. Je veux bien développer. Hein. Mais c'est... ouais, je vais te donner l'occasion de développer justement à l'occasion de cette question. Pourquoi est-ce que tu critiques cet aspect idéologiquement, le fait qu'il y ait un impératif d'action? Imagine, on te propose un jeu comme ça. Tu vois bien que c'est pas un jeu. Hein. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle de l'art vidéo. Je critique pas ça. Hein. Attention. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il y a un problème avec le travail de Corey Arcangel. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne considérerais pas qu'une telle image est un jeu. Et justement, j'imagine, parce qu'on ne peut pas agir dessus, non? Non, puis c'en est pas un. mais certain. Je suis quand même pas sûr que l'artiste lui-même désigne ce travail-là comme étant un jeu. Non. Ce que j'essaye de te poser comme question, c'est on voit quand même que la notion de jeu est dépendante de la notion d'action. Alors pourquoi est-ce que tu l'as balayé d'un revers de main tout à l'heure? Ah, mais je te dis pas qu'il n'y a pas d'action dans le jeu, au contraire, je cherche même, la question que je posais tout à l'heure, c'était, je vois difficilement comment on pourrait trouver un seul jeu où il n'y ait pas de l'activité, où il n'y ait pas de l'action. Si jouer, c'est faire un certain nombre de choses, je ne vois pas comment il pourrait ne pas y avoir d'activité. Quant à savoir si ça implique que ce soit structuré idéologiquement, je ne vois pas le rapport. Sébastien. Oui, je pense que là, dans notre débat, il y a une question qui est importante, c'est à partir de quel moment rentre-t-on dans le jeu, quoi. Précisément, par exemple, c'est ce que j'appelle les processus de ludicisation, c'est-à-dire à partir de quel moment une situation ou un objet est reconnu et accepté comme un jeu. Et il y a plusieurs choses, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce qui fait qu'un objet, qu'un système de règles, etc., est reconnu comme un jeu à un moment? Et bon, on va pas développer là-dedans, mais on peut se dire que déjà, jouer, bon, il y a eu plein de définitions qui se battent sur ce que l'on fait lorsque l'on joue, mais il y a un philosophe du jeu qui s'appelle Jacques Henriot qui nous dit que jouer, c'est faire l'exercice des possibles. C'est-à-dire, c'est mener une action et en même temps avoir le sentiment que tout n'est pas joué d'avance et qu'on a une sorte de répercussion une répercussion signifiante sur les événements à venir. Bon, c'est-à-dire, par exemple, si je lance un objet, là, comme ça, et où j'appuie sur des boutons dans un jeu et qu'il ne se passe rien, bon, j'ai pas l'impression d'avoir une action signifiante, en tout cas. Donc, disons que, déjà, l'idée, c'est de se dire, oui, pour qu'il y ait du jeu, à partir de quel moment il va y avoir du jeu? Et dans la question de, le jeu, c'est de l'activité, il y a un impératif d'action, etc., il y a aussi un débat qui revient très souvent chez les joueurs en se disant, ah oui, mais ça, c'est pas du jeu parce qu'on n'a pas assez d'espace de possible, par exemple. Ou, voilà, là, c'est qu'un QTE, c'est limite pas du jeu, ou c'est du cinéma interactif, etc. Et ça pose une deuxième question, c'est à partir de quel moment quelque chose est reconnu comme un jeu. Parce qu'on peut très bien avoir une possibilité d'action ou faire l'exercice des possibles dans une situation qui n'est pas prévue pour être un jeu. Je peux me jouer de plein de choses, qui ne sont pas nécessairement qualifiées comme des jeux, mais bon, où je peux faire l'exercice des possibles. Et il y a également des situations qui sont prévues, conçues pour être reconnues comme des jeux, et donc qui vont avoir une plus grande jouabilité, qui vont être plus adaptées à cet exercice des possibles. Et on peut se dire, voilà, ça, par exemple, c'est pas tout à fait du jeu. Pourquoi? Déjà parce que si j'essaie d'avoir une action signifiante, il va pas se passer grand-chose. Et en plus, il n'y a pas l'étiquette jeu dessus. Il y a des objets qui ont l'étiquette jeu dessus et puis qui sont très pauvres en exercice des possibles, d'autres... Voilà. Donc, disons, ça pose à la fois la question de qu'est-ce qui, dans une société donnée, dans un contexte donné, va être reconnu comme un jeu, et qu'est-ce qui va permettre de mener une action signifiante. Et surtout, là, je me place plus du point de vue du game designer, comment je vais inciter le joueur à avoir une action dans ce que je lui propose. Comment, là, je vais inciter le joueur à, tout à coup, appuyer sur une touche pour qu'il se passe quelque chose. Là, au niveau des signes qui sont véhiculés, rien ne m'indique pour l'instant. Mais voilà, mais oui, bien sûr. Donc là, on va peut-être pouvoir rebondir par rapport à ça. Juste à nouveau, encore, ce qui était intéressant dans ce travail, encore une fois, c'était pas du tout du jeu, c'était de l'art vidéo, mais ce qui était intéressant, c'était de donner la possibilité, bien avant le gros mouvement là du do-it-yourself, de donner la possibilité aux gens de refaire exactement la même chose. Et là, c'est pas du jeu vidéo, mais on est dans l'agir et dans la réappropriation de quelque chose qui existe. Donc on est d'accord, c'était pas du jeu. Et puis là, le prochain exemple, parce que ça va aller à...
C'est un travail d'un artiste qui s'appelle Miltos Manetas et qui a beaucoup peint en fait des gens en train de jouer, mais qui va en fait produire une des premières vidéos faites avec un jeu et ça s'appelle Super Mario is Sleeping. Et l'idée c'était un peu de dire voilà, normalement Super Mario il est tout le temps en train de super agir. Donc on est vraiment dans une société hyper utilitariste où il faut tout le temps agir, sinon on rapporte rien. Et donc, il va faire dormir son Super Mario. Et ça va être là encore, attention, hein, c'est toujours pas du jeu, c'est de l'art vidéo où ça peut être vu comme un des premiers machinima. Voilà. Mais tu vois comme quoi la question mérite quand même d'être posée, parce que là, à partir du moment où on est uniquement dans la contemplation, je suis désolé, je défends Yann un peu et ses questions, parce que je trouve qu'elle a été dévinée un peu vite, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la contemplation comme ça d'une œuvre, même si elle s'appuie sur un support vidéoludique, on ne peut pas l'appeler un jeu, et c'est ce que vous dites tous, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une... Mais, alors, est-ce qu'on peut revenir sur Super Mario Cloud? Ouais, tu veux que je la remette? C'est possible? Tu veux dire? Ouais. Ouais, moi aussi je l'aimais bien, cela. Brice, on y va. Attention, parce que là, alors je vous la remets. Tac. Ou la mettre, tu vois, même en pause. À un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le type fournissait aussi le code qui permettait de faire ses propres nuages, c'est ça. Et donc du coup, c'était là-dessus finalement qu'il proposait une interaction. Exactement, ouais. Attention à ton micro, Isabelle. Vas-y, Brice. Alors oui, donc typiquement sur ce genre de travail, il y a quand même un élément qui est assez intéressant si on veut essayer de ramener la question du jeu vidéo à celle du jeu. Parce qu'il y a toujours ce piège, c'est à chaque fois qu'on veut parler du jeu, on est là entre passionnés de jeux vidéo et donc on va donner uniquement comme exemple ou majoritairement des exemples de jeux vidéo, alors que peut-être qu'en situant la question du jeu vidéo depuis la question du jeu, on peut être aussi en mesure de mieux appréhender le sens que peut avoir cette question à propos du jeu vidéo. Alors, sur ce travail de Cory Arcangel, un élément qui est assez intéressant, c'est précisément, on voit comment un élément de Super Mario Bros. Se trouve extrait et mis en valeur de manière à générer un donné à voir. C'est-à-dire que quand vous jouez à Super Mario Bros, vous allez peut-être pas, c'est possible, mais vous allez peut-être pas vous arrêter pour contempler les nuages. Alors qu'en revanche, là dans cette vidéo, on a une construction qui est organisée de telle sorte que vous vous retrouvez face à ces nuages sans autre possibilité que de les regarder. Alors bien sûr, vous pouvez aussi ne pas regarder la vidéo, mais dans le rapport à ce qui est à ces nuages-là, il n'y a pas cette possibilité de déambuler dans un espace et à partir de là, ces nuages, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au premier plan en termes de mise en scène, mais aussi du coup, ils sont en mesure d'occuper l'attention, le centre de l'attention. Donc ça, c'est un élément intéressant si on le rattache maintenant à ce qui se produit aussi quand on pense à la question du jeu de manière plus générale. Pour qu'il y ait de la contemplation, à un moment donné, il faut qu'il y ait un donné à voir. Que ce donné à voir soit un objet, simplement là, par exemple, je peux mettre cette bouteille sur cette formidable table de Tetris et d'Invader, et je peux la regarder, et je peux même aller jusqu'à la contempler, c'est-à-dire me mettre dans une sorte d'état de regarder, mettre cette bouteille à distance, la regarder, être dans une sorte d'état de suspens peut-être, et l'admirer. Bon, pourquoi pas. Mais à un moment donné, il faut bien que cet objet-là soit là pour pouvoir être regardé. Une des particularités sur certains jeux, et ça vaut pour les jeux vidéo, c'est peut-être aussi leur capacité à générer un donné à voir qui peut être apprécié soit par le joueur lui-même quand il se regarde lui-même en train d'agir, soit par potentiellement des spectateurs, des non-joueurs qui vont peut-être pouvoir apprécier ce qui est généré par l'activité du joueur, mais aussi par le contexte dans lequel il évolue, en l'occurrence le défilement des nuages, sans être eux-mêmes, sans devenir eux-mêmes des joueurs. Et à partir du moment où on dit ça, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs degrés de motivation à contempler et regarder
quelque chose qui serait montré, ou quelque chose qui serait devenu manifeste dans un jeu ou dans un jeu vidéo. Donc, juste un point, puis je te passe la parole, Sébastien. Donc, pour toi, on ne peut pas faire de l'expérience d'une contemplation en lisant un livre? J'ai jamais dit le contraire. Dans la mesure où il n'y a rien à voir dans un livre à part les lettres et les mots. Ça fait déjà pas mal de choses. D'accord, ok, très bien. Non, donc, dans ce cas, on fait l'expérience de contemplation de mots et de lettres et de signes. Tu peux très bien prendre ton livre et le contempler, pourquoi pas, hein, ça ne me choque pas. Hein. Ouais, mais bon. Pour moi, ta définition, elle est un peu restreinte quand même. Il me semble que concevoir quelque chose est suffisant pour faire l'expérience d'une contemplation. Tu peux concevoir n'importe quoi, hein. Tu peux sculpter un morceau de bois, créer un jeu, et puis en effet, tu peux le regarder. Mais la performance qu'accomplit un joueur au sein d'un jeu peut aussi, à son tour, générer un donné à voir. Par exemple, ça peut être quelque chose qu'on peut appeler du spectacle. Et à partir de ce moment-là, tu vois, on peut aussi revenir à Aristote, que tu évoquais tout à l'heure, et à la question du théâtre. Hein, bien sûr, quand on parle là de jeu, on a tout de suite pris ce présupposé qu'on entendait par là du jeu vidéo, et puis ensuite, on s'est dit, peut-être, en fait, non, pardon, on relit le sujet, il y a marqué jeu et pas jeu vidéo. Et alors là, quel sens on met derrière le mot jeu? Non, bien sûr, on est en train de parler de jeu au sens où on l'entendrait tous, donc il y aurait une sorte de consensus d'allant de soi sur la définition qu'on mettrait derrière le mot jeu, et on aurait bien sûr découpé et mis à part ce qu'on appelle le jeu théâtral, hein, où vous avez des acteurs qui jouent sur scène et dans leur performance par leur performance génèrent un donné à voir pour un public. Sébastien. Oui, alors, moi je me dis aussi que dans le jeu, toujours un peu dans la réflexion de qu'est-ce que le jeu, etc., il y a une donnée importante, c'est que le jeu procède aussi d'une certaine façon d'une distanciation et d'une implication, hein, entre implication et distanciation. Bon, le jeu se trouve souvent dans cette entre-deux. Là, on parlait du jeu d'acteur. Hein. Si je suis trop dans mon personnage, je ne joue plus, hein, parce que je suis schizo à la limite, hein, et je vais oublier mon identité propre. Mais si je ne suis pas suffisamment dans mon personnage, je ne joue pas. Enfin, ça, c'est un exemple de Jean Coriot à nouveau sur qu'est-ce que le jeu. Mais disons que il y a toujours cet entre-deux d'implication et de distanciation, et même lorsque l'on mène des actions dans le jeu vidéo, à un moment, il faut prendre le temps de récapituler ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre en quoi mes actions ont fait sens, en quoi elles ont été signifiantes. Donc ça demande un petit temps d'arrêt, etc. Et ce moment d'implication et de distanciation dans les jeux, on le retrouve aussi très souvent, même en termes de game design, quoi. C'est-à-dire, je prends souvent dans mes cours, lorsque j'analyse ces logiques-là, le cas de Skyrim, hein, ou de toute la série d'Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, etc. Très souvent, dans ces jeux-là, le joueur commence emprisonné dans une petite grotte ou bien dans un espace très confiné, ou en tout cas, et ces moments, c'est très très dirigiste, alors que cette franchise de jeux de rôle est normalement une franchise qui est très ouverte dans l'appropriation du monde, etc. Mais ce qui est marquant dans cette franchise-là, c'est que systématiquement, les débuts, enfin quasiment systématiquement, les débuts sont très très dirigistes. Et en tout cas, c'est le cas pour Oblivion et pour Skyrim. Les débuts sont dans des sortes de couloirs, et tout d'un coup, au bout d'une demi-heure, 1 heure de jeu, ça dépend le temps, ou bien 5 heures si on a pris 5 heures pour créer son personnage, mais ça c'est une autre histoire. Disons, au bout d'un certain moment, le joueur va sortir de cet espace confiné et le monde va s'ouvrir à lui. Et vraiment, c'est fait exprès, quoi. L'impression d'être confiné, puis tout d'un coup, on se retrouve devant un monde qui a exploré et qui se donne à nous. Et la seule réaction qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est on se pose, on vient de sortir d'un espace de galère où on a appris plein de choses, à manier son personnage, à repasser des armes, à se battre, etc., etc. Puis tout d'un coup, on est devant un monde qui se donne à être exploré, qui se donne à nous, et on se dit, waouh, mais après avoir été autant confiné, où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on contemple, on regarde et on s'imagine ce qui va arriver. Et ça procède un peu de cette implication et de cette distanciation. Et là, effectivement, c'est aussi un donné à voir, quoi. C'est-à-dire, les concepteurs savent pertinemment que lorsque le joueur va arriver à ce moment-là, il va se dire « Waouh !» Et puis, en même temps, ça permet de faire l'exemplification des performances technologiques de la machine, parce que c'est souvent des jeux très gourmands. Et puis là, on se dit « Waouh, le jeu, il est super beau, etc. » Donc, il y a d'autres logiques derrière ça. Mais en tout cas, je pense que pour revenir là-dessus, l'implication, la distanciation,
font que malgré cet impératif d'action, il y a de l'espace de contemplation. Et disons que je pense que les deux vont ensemble. Parce que si on est sans cesse en train d'agir, au bout d'un moment, il faut récapituler le sens de ce que l'on a fait comme action. En fait, c'est un peu la différence qu'on peut faire entre action et acte. Une action, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler, et l'acte, c'est quelque chose qui est le résultat des actions. Mais, donc, ouais, mais ce qui me dérange dans la manière dont vous en parlez, mais c'est peut-être un petit peu ce que voulait dire Brice tout à l'heure, je ne sais pas, c'est que j'ai l'impression qu'il faut forcément qu'il y ait quelque chose de visuel. C'est-à-dire qu'il y a le sens de la non, vue pas qui forcément, soit non. Pas du tout. Mais c'est vrai que... Parce que quand tu dis il faut qu'il y ait quelque chose à voir et qu'ensuite je te parle du livre et que tu me dis bah c'est bien, tu peux regarder ton livre, tu es là, bah oui, donc ça veut dire qu'il me parle bel et bien des yeux, de la vue. La contemplation, elle peut passer, la prise de recul, elle peut se faire aussi autrement qu'avec la vue. Disons qu'en fait, on peut y répondre de manière assez pragmatique. On dispose de différents types de sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher. Et alors, par exemple, le toucher, c'est beaucoup plus compliqué de voir d'appréhender les choses quand on les touche, en prenant de la distance, parce que précisément, il n'y en a pas. Alors que quand on regarde les choses avec les yeux, quand on est en rapport avec les choses par le biais du regard, eh bien précisément, ça implique qu'il y ait une distance. Donc la vue, en effet, c'est imposé comme étant le sens qui, par excellence, non seulement rend possible, mais suppose une distance. Et alors après, je serais d'accord avec toi pour ensuite se demander si on ne peut pas, par extension, s'intéresser au cas de l'audition, pourquoi pas dans l'écoute. On peut être aussi, bien sûr, dans une appréciation distanciée par rapport à ça, mais là aussi, il y a quelque chose d'invasif dans le son, dans la sonorité. C'est beaucoup plus compliqué de laisser la chose à distance quand précisément le son vient percuter le tympan. Pour moi, la distance dont on parle dans la contemplation, je suis désolé Isabelle, je te repasse la parole après, mais je suis tellement pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Pour moi, la distance dont on parle dans la contemplation, elle n'est pas du tout physique. C'est pas de l'ordre de la distance physique de je te touche, tu me touches ou quoi que ce soit. C'est une distance par rapport à l'action. C'est-à-dire que on prend du recul par rapport à l'action qu'on est en train d'entreprendre. En règle générale, quand on agit avec un but, on fait des choses dans un but donné. Or, dans la contemplation, il me semble que justement, la distance qu'on prend, c'est celle de se dire là, je vais faire quelque chose qui n'a proprement aucun but. Sinon, ce que je fais, l'action elle-même, d'où le fait, et là, ça me permet de redonner la parole à Isabelle, d'où le fait que l'art s'empare de ce domaine de la contemplation, parce que l'art, c'est justement faire des choses pour elle-même. Ouais, et c'est ça la distance. C'est super enfermant parce que je remettais là l'exemple de juste avant parce que qu'est-ce qui va faire un jeu ? C'est un peu cette question-là. Alors là, c'est un travail de attention à ton micro. C'est un travail de Jody qui a un collectif. Et eux, ils se sont intéressés à ça. Comment, à partir de quel moment on peut encore reconnaître un jeu alors qu'on va enlever, par exemple, tous les graphismes ? Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent le jeu qui est derrière, mais ils ont aussi fait le même genre de travail en ne gardant, par exemple, que le son. Et comment un joueur averti va pouvoir toujours reconnaître un jeu et pouvoir jouer alors qu'on lui aura enlevé toute la partie visuelle. Là, c'est le contraire. Ils ont retravaillé complètement les graphismes. Mais bon, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui fait un jeu ? Et puis, mais là, c'était vraiment pour rebondir sur la conversation d'avant. Il y a eu une question à un moment donné posée par une des personnes dans le public. Et qui justement parlait du glitch et à un moment le fait d'aller chercher la limite de la map, la limite. Et donc ça, c'est encore un autre travail d'une artiste, elle s'appelle Marie Flanagan, et elle est allée chercher comme ça à chaque fois la limite, donc la frontière entre... mais pour moi, on est dans de l'action. Même si pour vous, maintenant, c'est à contempler, à regarder, il y a que le... Mais là, elle fait une action d'aller chercher ces endroits où on est à la frontière d'eux. C'est l'action d'explorer, mais tu vois que cette action d'explorer, elle n'a pour fin qu'elle-même. On explore pour explorer. Elle n'explore pas. Là, en l'occurrence, ce qu'elle fait, c'est pas de l'exploration pour trouver un trésor ou pour faire quelque chose. Non, c'est pour trouver la limite. C'est ça que je voulais dire par rapport à on peut explorer pour contempler. Oui. Aussi. On peut explorer pour contempler.
la peut limite. agir pour tu mieux vois, comprendre. on peut contempler. Enfin, ouais. Oui, On peut d'accord. agir pour mieux D'accord, contempler. C'est-à-dire, mais ce que je par veux dire, c'est exemple, que quand je sais que le paysage que je devine derrière cette montagne va être magnifique. Et donc, mon voyage va être une contemplation de ce qui se passe autour de moi jusqu'au moment où j'atteins le sommet et qui me permettra d'avoir une vue d'ensemble. Et je pense qu'effectivement, bon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre le cas de ces jeux assez récents où effectivement on donne avant tout envie aux joueurs, et ça c'est quand même assez neuf, quoi. C'est-à-dire, on donne envie aux joueurs de jouer parce qu'on lui promet de contemplation. C'est un peu par exemple comme dans Journey, quoi. Dans Journey, ou dans tous les jeux de Genovation, Flower, etc., on nous vend des jeux où on a l'impression que c'est apaisant, c'est reposant, les graphismes... Enfin, par exemple, Flower, pour ceux qui ne connaissent pas, on joue une sorte de pétale de fleurs qui doit s'aimer comme ça. On joue le vent, peut-être. Oui, le vent. Enfin, oui, on joue le vent et puis on mène une petite pétale de fleurs, etc. Et ces jeux-là sont là aussi pour être donnés à voir, justement. On se dit, là, ça va m'apporter une expérience un peu... poétique, esthétique. Et justement, c'est de la poésie, mais c'est aussi autre chose que de l'action. Bon. Et en tout cas, jusqu'à présent, les jeux vidéo, très souvent, il suffit de même lire les critiques de presse des jeux dans les années 80, dans les années 90, etc. La critique se faisait souvent sur « mais qu'est-ce que je peux faire dans ce jeu de neuf ?» quoi. C'est-à-dire « ah ben tiens, maintenant, je vais avoir, je sais pas, moi, il suffit de relire une critique de Super Mario 3, ou, enfin, pour voir, voilà, maintenant Mario peut faire telle et telle action qu'il ne pouvait pas avant. On a de nouvelles promesses d'action, même si on relit les critiques de Skyrim, on dit « ah ben regardez, dans Skyrim, vous pouvez maintenant crocheter une serrure pour de vrai, ça se fait plus automatiquement, c'est au joueur qui a la dextérité, etc. » Mais quelque part, il y a aussi des jeux maintenant qui vont un peu à l'encontre de cette logique en disant maintenant on va pas vous vendre les logiques d'action, on va vous vendre aussi quelque part, ou en tout cas vous donner envie de jouer par des logiques de contemplation. Et ça me semble aussi être quelque chose d'intéressant à explorer. Oui, mais c'est parce que je pense qu'il y a tout le... Alors, il y a eu différents mouvements là, dernièrement dans les dernières générations de jeux. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé les Node Games. Il y a eu aussi les All Games. Et c'est vrai que c'est quand même partir du principe on va offrir aux gens ce qu'ils aiment. Et donc, a priori... il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça crache, il faut que ça... Voilà. Mais on peut aussi partir du principe que tout le monde ne correspond pas à ce type de public-là. Les Node Games, c'est ça, exactement. Oui, mais donc on part quand même du principe que ce ne sont pas des jeux. Donc, mais c'est plutôt un jeu de mots, parce que c'est un manifeste qui est plutôt un jeu de mots pour dire jusqu'à présent on a fait des jeux, et à chaque fois pour revenir un peu sur ce débat, c'était notamment un collectif d'artistes, enfin je sais pas, des gens qui ont fait The Graveyard, c'est ça, qui ont fait des jeux par exemple où vous incarnez une grand-mère dans un cimetière, et tout ce que vous avez à faire c'est visiter le cimetière, éventuellement vous asseoir sur un banc, et pour quitter le jeu, il faut sortir du cimetière. On en a parlé dans la conférence. Il y a à peu près, voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, et précisément, j'étais intervenu avec les concepteurs de jeu-là à un moment dans une table ronde, et je leur ai dit, mais regardez, la jouabilité dans votre jeu est somme toute assez limitée, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose à part balader la grand-mère. Elle me dit déjà, on la balade pas, on l'accompagne. Okay. Donc, on accompagne la grand-mère dans le cimetière. Et bon, et il me disait, mais non, il y a plein d'actions possibles dans notre jeu. Regardez, on peut marcher plus ou moins vite, on peut s'arrêter un moment, on peut regarder telle tombe, on peut... voilà. Et pourtant, objectivement, il n'y a pas grand-chose à faire tout de même si on liste le nombre d'actions possibles. Et en fait, ces concepteurs-là ont été tellement fatigués d'entendre dire que ce qu'ils faisaient et qu'ils présentaient comme des jeux, par exemple, The Graveyard est vendu sur Steam, il me semble, donc plateforme de jeu, voilà. Ils ont tellement été fatigués qu'ils ont dit, maintenant, on va faire un manifeste qui s'appelle le Not Game Manifesto, donc le manifeste des non-jeux, pour dire, voilà, on va vous proposer quelque chose que vous n'allez pas percevoir comme des jeux, mais qui néanmoins ont quand même ouvert un nouvel horizon d'expression quelque part dans la scène même du jeu, puisque suite à The Graveyard, il y a eu d'autres jeux qui ont été faits qui reprennent un peu des mécanismes similaires. Donc, même là-dessus, c'est pas très clair sur le positionnement de action, pas action. Voilà. Ouais, mais du coup, là, ça a été suivi par encore un autre manifeste qui est celui des Alt Games, donc qui veut pas dire alternative game, mais qui quand même s'en rapproche, mais qui part du principe que peut-être on n'est pas justement dans la logique de vendre quelque chose, ou en tous les cas, qu'on s'adresse pas quand je disais à vendre, un je disais public. plutôt oui, tu vois, mais juste de peut-être penser que le public, il n'est pas
un gros monolithe et qu'il y a plusieurs types d'expériences de jeu qui sont possibles et qui ne vont pas forcément toujours consister à aller ramasser des fleurs, à aller soigner l'un, à aller sauver la princesse et à aller terrasser le dragon. Que peut-être il y a d'autres types d'expériences qui sont possibles et que voilà, on n'a peut-être pas l'impression d'agir, mais qu'en fait on est peut-être dans autre chose. Voilà. Et du coup, voilà, tout à l'heure, je vous montrerai des jeux qui vont encore plus loin, ce qu'on a appelé les Voidscape. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Non. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. D'accord, ok. Sur ce thème, jusque-là, tout le monde est d'accord pour... Brice, t'es pas d'accord. Je sens que t'es quelqu'un tout le monde est d'accord ou tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, on ne sait pas. Est-ce que tu veux réagir sur ce que venait de dire Sébastien? Pas d'accord par rapport à quoi? Non mais, Brice. bon, on donne beaucoup d'exemples, encore une fois, qui sont du jeu vidéo, et on choisit de privilégier des exemples qui sont aussi des jeux à tendance à forte composante narrative, ou alors des jeux qui sont à la limite d'être du non-jeu, où du coup il y a un débat sur « Ah ben oui, mais alors est-ce qu'on parle encore de jeu ?» Et donc bien sûr, l'ombre qui se rapproche, c'est celle du hors-sujet. On se dit « Ah mon Dieu, mais en fait on n'est plus du tout en train de parler de jeu, et ce qu'on nous montre n'a absolument rien à voir avec la question. » Mais il suffit de prendre des exemples très très simples pour comprendre que la place de la contemplation dans les activités ludiques, elle n'a absolument rien de nouveau. Quand vous prenez des galets et que vous jouez à faire des ricochets sur l'eau, que vous regardez les ondes que ça produit, ou quand vous construisez votre château de sable, ou quand un enfant construit son château de sable et qu'il le regarde, et puis peut-être qu'il aussi regarde la manière dont le flux des marées va ensuite le faire disparaître, on est dans une alternance et une cohabitation de posture d'activité et de posture contemplative. Ça n'a absolument... Il n'y a pas besoin de convoquer, même si je ne suis pas en train de neutraliser l'intérêt de ce que tu nous montres, Isabelle, hein, parce que bien sûr, c'est ça toute la force de ce genre de démarche, c'est aussi de voir qu'il y a aussi toute une place pour une circulation entre la question de l'activité et la question du rapport contemplatif, par exemple. Et en plus, j'entends bien qu'il ne s'agit pas d'enfermer la question des démarches artistiques là-dedans. Mais il n'y a pas besoin de convoquer la question des objets limites pour approcher le problème de la cohabitation entre jeu et contemplation. Et juste là, pour que vous sachiez ce que vous regardez, là, c'est le travail d'une artiste qui s'appelle Angela Washko. Et c'est toute une série qui s'appelle sur la liberté, justement, la liberté d'agir et des personnages dans le jeu et du joueur finalement. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'actions féministes à l'intérieur de World of Warcraft. Donc, et là, ça rejoint un peu justement, moi, cette question qui me taraude toujours quand on parle du jeu vidéo. Est-ce que je suis vraiment en train d'agir et avec mon entière responsabilité quand je suis en train de jouer, ou est-ce que je réponds juste à un système et de valeurs et de règles et donc tout ce travail-là, c'est de montrer qu'en fait... les personnages sont complètement en boucle parce qu'ils ne peuvent pas sortir des comportements qui sont prédéfinis. Et du coup, le joueur, même quand il joue et quand il est en plein dans l'action, finalement, il n'est pas totalement libre, lui non plus. Et voilà. Bon, je vais juste préciser ça encore. Il y a aussi du coup un autre piège associé à ça, c'est qu'on pourrait avoir l'impression du coup qu'on aurait d'un côté des jeux dont les propriétés en feraient des objets, des dispositifs manipulatoires qui pousseraient le joueur, hein, c'est le système de la carotte, hein, c'est je te montre une carotte et vas-y cours pour essayer de l'attraper. Donc je te dis il y a une princesse dans le château, donc vas-y passe tous les obstacles pour atteindre la princesse. Donc on peut avoir cette impression, se dire bon voilà, on aurait d'un côté les jeux qui seraient des dispositifs de manipulation où on se débrouillerait pour que le joueur fasse un peu globalement ce qu'on veut qu'il fasse, et puis de l'autre côté des expériences où il y aurait justement une posture beaucoup plus libre, où on serait un peu dégagé, libéré de ces dispositifs de manipulation, et notamment peut-être la contemplation. Mais il faut quand même rappeler que dans l'histoire de la contemplation, la notion de contemplation, elle est quand même construite historiquement, et notamment, c'est quand même une certaine manière de se rapporter, d'appréhender l'idée de regard. Il y a toute une histoire de la construction du rapport au paysage
Quand vous allez à Versailles et que vous regardez les jardins à la Versaillaise, vous vous rendez compte que ces paysages sont construits, élaborés pour rendre possible un rapport contemplatif depuis une position précise. Il y a un endroit idéal d'où on va pouvoir contempler le jardin. Et là, si on n'est pas dans la manipulation, je ne sais pas où on est. Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu as une vision de la contemplation qui est extrêmement définie, qui est extrêmement limitée, quoi. Enfin, moi, quand j'ai entendu ce sujet, je pensais pas du tout à ce que tu entendais par contemplation, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à te suivre. Quel est ton point, Brice? Où est-ce que tu veux en venir? Je ne fais que développer ce que je ne fais que le développer, tu vois. Je veux entendre ta thèse. C'est que ce sujet, en fait, n'a pas lieu d'être. C'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand tu joues, tu déploies, tu mets en œuvre toute une série d'actions. Tu es dans une activité et que cette activité, potentiellement, peut générer un donné à voir qui peut faire spectacle pour toi-même ou pour les autres. Donc, qui peut être apprécié en ayant une posture de contemplation. Voilà. D'accord. Et c'est tout. Alors, Okay. après, fin de la conférence, mesdames et messieurs. Alors, après, ce qui est intéressant là-dedans, je pense aussi, c'est la thématique, effectivement, de la liberté de la manipulation ou pas, etc. Et c'est vrai que la contemplation n'amène pas nécessairement une liberté. C'est-à-dire, comme tu as dit, et ça rejoint l'exemple que je donnais dans Skyrim, la contemplation, là, est obligée, puisqu'on sort d'un tunnel et tout d'un coup, on nous donne à voir quelque chose à partir d'un point de vue bien précis. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire nécessairement, et ça rejoint du coup, on revient à la question, est-ce que l'impératif d'action va structurer les valeurs, les émotions véhiculées par le jeu vidéo, etc. Bon, c'est vrai que quand on se dit ça, on se dit comment le joueur va pouvoir être, entre guillemets, manipulé pour être amené à agir. Qu'est-ce que je vais lui donner comme envie pour qu'il puisse agir dans tel ou tel sens, dans telle ou telle direction, et qu'il ne s'écarte peut-être pas trop du chemin que je lui ai prévu, etc., etc. Et ça, bon, ça dépend vraiment de chaque jeu, de chaque genre de jeu, de répondre à cette question. Voilà, je pense que et ce qui est intéressant par rapport au travail de ces artistes-là, c'est souvent qu'ils vont déconstruire un peu ces limites, ou en tout cas un peu les engrenages qu'il y a en dessous des jeux pour nous amener à agir d'une certaine façon. C'est-à-dire, on va nous montrer les limites du monde. Ah, regardez ce monde-là qui se donne comme étant infini et explorable, mais non, il a des limites, et c'est codé, c'est scripté, etc., etc., comme les nuages, comme le comportement, voilà. Donc, cette liberté d'action qu'on vous vend, elle peut être aussi, d'une certaine façon, illusoire. Mais ça peut renvoyer à d'autres débats, quoi. Oui, puis encore une fois, j'ai choisi ces exemples à dessein. C'était vraiment pour illustrer un moment dans cette relation à jeux vidéo, puisque aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup plus. Il y a énormément d'artistes qui vont vraiment concevoir des jeux dans lesquels on peut agir. Là, c'était vraiment, je ne vous montrais pas des jeux, je vous montrais des choses autour du jeu. Hein. Mais c'était justement pour reprendre la question de la bonne distance, de cette culture haute et culture basse, malheureusement, qu'on tient de la France et de la conception française qui nous vient du 18e et tout ça. Donc, mais j'avais choisi ça à dessein. Mais ce qui est intéressant dans ta conception, parce que je commence à comprendre, c'est vraiment, je suis arrivé moi avec mes présupposés, et là c'est qu'en fait la contemplation, elle ne dépend que du sujet en fait qui joue qui est dans le jeu en fait. À tout moment en fait, on peut s'arrêter sur un élément, même le plus anodin, et dire voilà, je contemple ça, et c'est un peu le cas des nuages qu'on nous montrait tout à l'heure dans Mario. Alors, on peut adopter une posture contemplative vis-à-ça de, il me semble, n'importe quel type d'objet. On peut pas inciter un joueur à contempler. Par contre, on peut inciter, bien sûr, c'est tout l'exemple des jardins à la Versaillaise. C'est vraiment ça. Tu construis un paysage qui va du coup induire un rapport contemplatif, où l'idée de je suis dans un tunnel, je sors du tunnel, là j'ai un paysage face à moi, et du coup, si en même temps je lance une musique qui est censée me mettre dans un état de calme, peut-être on peut supposer qu'on va produire chez le joueur un état contemplatif. Donc voilà, de la même manière qu'on peut manipuler un joueur dans un jeu pour lui faire toute une série de choses, on peut aussi le manipuler pour l'amener à s'arrêter, à se poser, à regarder calmement les choses, posément les choses. Ça me semble pas aberrant. D'ailleurs, alors un exemple de ça peut-être, est-ce que Isabelle, je peux hacker un peu ton PC?
alors, du coup, je vais encore à moitié changer de sujet, mais du coup là, c'était juste pour vous montrer un travail, un jeu que j'ai réalisé au sein de mon collectif, qui s'appelle A Constant Move Forward. Alors d'abord les photos, si c'est possible, juste quelques photos. On peut les faire défiler en plein écran, juste en double-cliquant, si tu double-cliques dessus. C'est intéressant parce que ta vision, elle explique aussi pourquoi, au cours de la première conférence, en fait, les gens ont passé le micro et puis les gens expliquaient les expériences contemplatives qu'ils avaient effectuées au cours de jeux vidéo. Et à chaque fois, on avait des résultats qui étaient assez différents, même si les jeux cités étaient souvent les mêmes. Et tu expliques du coup pourquoi... Alors là, donc c'est une photo de Constant Move Forward exposée en Chine, à Shanghai. Donc là, typiquement, donc le dispositif prend la forme suivante. On a une chaise longue, là c'est à Genève, une chaise longue dans laquelle le joueur va pouvoir s'asseoir, et face à lui, donc un écran d'environ 6 mètres sur 4, et il est encadré par 2 amplis, 2 enceintes qui lancent du son. Et alors c'est une sorte d'avoider, je ne sais pas si vous voyez un avoider, hein, donc le principe c'est il y a des obstacles qui défilent et qui se rapprochent de moi. Je suis en vue first person, première personne, et je dois les éviter. Et pour ça, j'ai juste un strafe, la possibilité de straffer avec la gâchette gauche et droite de la manette. C'est une manette type Xbox. Voilà. Et alors, alors c'est un jeu vraiment limite, hein, je vous préviens. C'est un truc assez radical. Tellement radical qu'au début, il se passe vraiment quasiment rien. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans une sorte d'écran blanc. Il y a quasiment rien, et progressivement, ça se met à scroller. Au début, c'est très, très, très lent. Donc, c'est un jeu extrêmement chiant. Hein, appelons un chat. C'est extrêmement lent, c'est extrêmement pénible au niveau, justement, pour un joueur, un gamer qui attend de l'action, parce que l'action qu'on lui propose, enfin, qu'on semble lui proposer, ben on la lui refuse, puisque les choses vont extrêmement lentement au début du jeu. Et progressivement, de manière imperceptible, alors là on peut lancer la vidéo si c'est possible, de manière imperceptible, progressivement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des volumes qui vont sortir du sol, vous avez l'esthétique graphique qui va se modifier avec des effets de déformation, un changement de la couleur, et puis vous avez surtout aussi, une accélération. Donc là on est à un stade déjà très avancé de la partie où là ça devient assez extrême, puisque la marge de manœuvre... C'est au bout de combien de temps ? Alors là c'est 12 minutes. Hein. Ah oui, oh, ça va. Voilà. Je pensais que c'était quelques heures. Voilà, mais quand tu vois, si tu attends déjà 5 minutes devant un écran où les choses accélèrent très lentement et au début il y a 0 challenge, eh bien tu fais vraiment l'expérience quand même de l'ennui, hein, clairement. Alors qu'à la fin, tu es dans une expérience de sursaturation où ta marge de manœuvre, tu es dans une sorte d'étau. Mais entre guillemets, juste une petite parenthèse, ça me fait penser aussi, alors là, du coup, qui ne sont pas des jeux limites, mais qui a pleinement du jeu, un jeu comme Wipeout, par exemple, ou des jeux de course. Au départ, typiquement, on a une course qui est très lente, qui peut être très lente, puis tout d'un coup, il y a cette sensation, précisément, d'accélération. Et au début, justement, même si on est déjà dans de la course futuriste, hein, dans Wipeout, c'est un jeu de course futuriste, on est à admirer un peu le circuit. D'ailleurs, il y a toujours des mouvements de caméra au début qui nous permettent de nous montrer le circuit, etc. On commence à voir les concurrents, la course démarre, mais vu que ça va de plus en plus vite, eh bien effectivement, tout comme là, hein, on est dans une dynamique qui change petit à petit et progressivement. Donc c'est vrai que la nuance là, en tout cas, ce que tu as fait là permet bien d'exemplifier cette nuance entre l'action progressive qui arrive suite peut-être à un moment plus calme de contemplation. Si on veut être plus technique au niveau vraiment game design et rapport à l'image, pardon. Si on veut être vraiment plus technique, c'est un petit peu ce que disait Mathieu Triclot tout à l'heure. C'est-à-dire que pour générer un état de distanciation, un état de contemplation, il y a différents types de procédés, et notamment si on commence à faire les choses de manière répétitive, c'est-à-dire à proposer une image qui revient en boucle. Alors c'est le cas dans Constant Move Forward, mais c'est aussi le cas par exemple dans les tout-ou. Dans les shoot 'em up, vous avez plein de projectiles. Alors bien sûr, c'est un jeu où on est en suractivité, mais en même temps, si on arrive à un certain niveau, on peut être dans un rapport de contemplation où ces sortes de mandalas de boulettes L ont une certaine sorte d'effet hypnotique. Et du coup, on est à la fois engagé dans l'action et en même temps dans un rapport de distance.
Isabelle. Mais rappelle-moi, par rapport à la performance moi, que j'avais vue de ce projet-là, est-ce qu'il y a toujours la dimension aussi forte sonore? Parce que ça, c'était Absolument. hyper fort aussi. Là, je ne sais pas s'il y a du son, mais oui. Oui, il pourrait y en avoir, hein, j'allais pas... C'est quoi ça? C'est des bruits de véhicules? Alors C'est là, un ventilateur? Alors là, comme ça, donc là, on est à un stade de jeu avancé. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'on didgeridoo. frôle un bloc, ça génère un son. Et ce son, il est de manière émergente altéré en fonction de la vitesse qu'on a. En fait, chaque bloc est une source sonore. Et si on la frôle, ça va déformer le son. Donc là, on est en état de sursaturation, donc le son, il est continu. Voilà, sachant que, bon, après je vais pas rentrer dans le détail, mais le gameplay permet de sculpter les canyons dans lesquels on est. D'accord. On va peut-être passer la parole au public. Je crois il nous reste à peu près une demi-heure. On va vous passer la parole. On va vous faire passer un micro. Je suis désolé pour le caractère un peu confus de ce plan. Je ne voyais pas du tout où tu voulais en venir, Brice, donc je t'ai beaucoup interrogé. C'est bien de ne pas savoir où on veut en venir. Moi, je trouve c'est Mais important. vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ce que tu voulais dire. Et Isabelle, j'espère qu'on aura l'occasion pour que tu expliques le Void. Je sais Oui, pas. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Les Voidscape, Oui, c'est quoi? je peux en mettre. Tant qu'il y a un micro, peut-être. C'est pour ça que je n'étais pas en train de regarder mon téléphone, mais je voulais juste reprendre en fait tous les titres parce que je les connais pas par cœur. Mais donc là, ce que vous êtes en train de regarder, donc là, c'est un jeu qui s'appelle Voidscape de Paul Clarissou. Ensuite, vous allez avoir un jeu qui s'appelle Souvenir, un autre qui s'appelle Time Frame. Weblur, 3021, Cosmic Forest, qui est un jeu de Titouan Millet, mais qui avait été fait pour Oculus Rift. Et d'ailleurs, on n'a pas trop évoqué, dans les nouvelles sortes de jeux, on n'a pas trop évoqué les jeux faits pour Oculus Rift, parce que je trouve que la dimension, là aussi contemplative, elle est hyper importante. Et j'ai peu de jeux faits pour Oculus Rift qui soient pas principalement contemplatifs. Alors est-ce que c'est parce que peut-être qu'aussi des fois on peut se dire ouais alors c'est beaucoup contemplatif parce qu'en fait c'est pas assez développé et que le gameplay a pas été assez poussé et qu'ils n'ont pas eu le temps forcément, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué ça ni avant ni maintenant, je crois. Après, je pense qu'il y a un biais aussi qui est que parce que l'Oculus permet de faire des expériences visuelles qui sont justement... qui sont de qualité du point de vue contemplatif, on ne montre que celle-là. Mais moi, par exemple, sur ce salon l'année dernière, j'ai eu l'occasion de tester des jeux qui fonctionnent à l'Oculus, qui n'étaient pas du tout contemplatifs. Seulement, on n'en parle pas parce que ce qui fait spectacle, entre guillemets, c'est le caractère justement extraordinaire, le fait qu'on puisse avoir des vertiges avec l'Oculus Rift et ce genre de choses. Je pense que c'est un biais lié à ça. Et alors et alors, donc ça c'est Souvenir. Donc Voidscape, en fait, ça fait référence à un texte de Pierre Corbinet là ou Jeux Vipo qui parle justement de ce style de jeu. Et je vous renverrai aussi un autre texte de Oscar Barda sur son blog qui a écrit tout un texte sur les jeux juste marchistes ou just walking games. Donc vraiment, le but du jeu est pensé pour être uniquement de l'exploration, de la marche et de la découverte d'espaces comme ça. Et moi aussi, en réfléchissant à ce sujet-là, j'ai trouvé qu'un des points communs, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est important par rapport à cette notion de contemplation, mais un des points communs que j'ai trouvé dans tous ces jeux qui sont donc encore une fois peut-être à la limite du jeu, c'est aussi la notion d'architecture impossible. J'ai l'impression qu'en fait, on est arrivé à un point où, un peu comme dans l'évolution de l'histoire de l'art, on arrive un peu à l'hyper-réalisme dans le jeu vidéo, en tous les cas dans les jeux assez mainstream, et que du coup il y a comme un regain d'intérêt pour des choses qui seraient plus justement un reflet de la réalité ou une tentative d'imitation de la réalité, et d'essayer d'aller vers des choses autres. Et que peut-être le fait d'être plus dans de l'exploration, de la contemplation et pas dans un impératif d'action comme ça à tout craindre, irait peut-être en parallèle avec ça. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'architecture impossible et de tentatives d'exploration de mondes qui seraient pas proches de la réalité dans ces jeux un peu à la limite. Donc
voilà, ça c'est que des exemples de ce qu'on appelle Est-ce qu'il y des a des questions? voidscapes. Est-ce que certaines personnes veulent poser des questions? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc vous avez parlé de la vitesse dans les jeux qui affectait, par exemple, un jeu rapide, il serait plus difficile de contempler dans un jeu rapide plutôt que dans un jeu lent. Mais je me demandais, est-ce que la quantité, par exemple, de commandes qu'on a dans un jeu ne serait pas plus importante que la vitesse? Je vais prendre un exemple entre, par exemple, deux jeux de course. L'un où j'ai plein d'options pour la voiture, qui n'est pas très rapide, et un autre où j'ai simplement deux options pour aller à droite ou à gauche, comme le jeu que vous avez présenté, mais qui lui est très rapide. Est-ce que malgré la vitesse, on n'aurait pas plus de facilité à contempler un jeu où on a peu de réflexion à fournir, peu d'action à fournir, plutôt qu'un autre jeu où on a, entre guillemets, plein de possibilités Enfin, je ne sais pas, parce que vous pouvez prendre par exemple un jeu de simulation de vol. Hein, simulation de vol, bon, vous pouvez avoir des milliers de commandes dans votre avion, et puis tout d'un coup, vous arrêtez pour contempler, et malgré tous les champs des possibles qu'il y a pour le trajet, etc., voilà, vous arrêtez. Donc, alors après, c'est pas uniquement, je pense, la vitesse qui empêche la contemplation. Hein, là, je pense que je vous rejoins là-dessus. C'est pas la vitesse en tant que telle. Plus que la nécessité, là c'est ce que disait un peu Brice par rapport à la répétition des actions, ou à la fréquence en tout cas demandée des actions et du changement de type d'action que l'on nous demande. Parce qu'après tout, si on est face à un jeu où tout ce que l'on a à faire c'est à cliquer sur un bouton plusieurs fois par seconde, mais que c'est uniquement la seule chose à faire, bon, on peut très bien faire uniquement ça et voilà, et contempler. Mais en tout cas, je pense qu'il y a cette idée de changement de régularité et de différenciation par rapport aux actions à mener, et aussi une certaine intensité des actions qui font que qu'on ait deux boutons ou une dizaine ou etc. Ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on va essayer de changer la focalisation du joueur sur les objectifs qu'il a à mener à court terme. Et si on est sans cesse en train de vous demander de mener un autre objectif, forcément votre attention va être focalisée sur différents points qui ne vont pas vous permettre de vous attarder sur un moment particulier. Je pense que c'est surtout ça. C'est logique, c'est ce que je disais, c'est la différence entre les actions et l'acte. On va vous empêcher de faire acte, en fait. On va vous monopoliser dans une logique d'action, et à aucun moment vous pourrez vous poser pour regarder en quoi vos actions ont été signifiantes. Pour creuser un peu ce que tu dis, Sébastien, oui. Sur l'axe vitesse, clairement, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Un bon exemple de ça, c'est tout simplement la conduite. Quand on a parlé de Wipeout, on a vu sur cet exemple-là aussi. Mais donc, quand on roule sur une autoroute de nuit, en particulier sur une route dégagée, on peut être dans un rapport de vitesse. Et bien sûr aussi en même temps dans un rapport contemplatif. Donc il y a vraiment cette question de la sollicitation, la sursollicitation. Est-ce qu'il y a finalement du parasitage? Est-ce qu'il y a des événements qui demandent de réagir à la présence de ces nouvelles sollicitations qui ne rentrent pas déjà dans l'agencement qui a été posé, donc qui viennent perturber. C'est pour ça qu'on peut aussi avoir des actions répétitives, parce qu'à partir du moment où avoir une posture contemplative, parce que si vous avez des actions répétitives, vous pouvez, entre guillemets, en automatiser le traitement et donc ne plus y penser. Finalement, quand vous faites de la bicyclette, eh bien, vous oubliez que vous êtes en train vous devez oublier que vous êtes en train de pédaler si vous voulez apprécier la route. Et là, je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est un point extrêmement important. C'est aussi sur les compétences du joueur, finalement. Parce que ce qui va permettre aussi parfois des expériences contemplatives, c'est l'expérience du joueur et la façon dont il aura incorporé certains automatismes. Par exemple, on prenait le cas des shoot'em up où vous avez 10 000 tirs à la seconde, et quand vous êtes un néophyte, vous y arrivez pas parce que vous devez tellement éviter de boulettes en même temps que vous allez vous faire cramer, et puis ça vous sollicite à mort au niveau de l'attention. Un très bon joueur aura incorporé la plupart des mouvements, il aura appris tout ça par cœur. Et au bout d'un moment, l'automatisation de la tâche lui permettra de découvrir un autre aspect du jeu qui est vraiment sa beauté esthétique ou visuelle. Et donc, cet état aussi de contemplation, et ça, oui, effectivement, c'est important, c'est que ça dépend à la fois de la sollicitation des structures de jeu, mais aussi quelque part du joueur, parce que et de sa compétence à répondre aux sollicitations ou pas, Voilà. Là, juste un exemple du coup pour illustrer ce que tu viens de dire. Toujours sur la conduite,
Quand vous apprenez à conduire, vous vous focalisez sur c'est beaucoup plus difficile de regarder à l'horizon. Et on va plus avoir tendance à se focaliser sur des détails. Et donc, ça va être plus difficile d'avoir une vue d'ensemble. Or, le rapport contemplatif implique une mise à distance et une vue d'ensemble. Et tout ça, c'est pas possible quand vous êtes sollicité par des micro-événements qui, en plus de ça, sont très proches de vous. Une autre question. Oui, c'était à propos le plaisir qui, je trouve, n'a pas été abordé. Or, pour moi, à chaque expérience de contemplation, c'est tout de suite immédiatement lié à un sentiment de plaisir. Et ce, après une suite d'actions très difficiles où soit on a réussi très bien ce que le jeu demande de nous, soit on a fait au contraire ce que le jeu n'attendait pas de nous et on a fait cracher le jeu, ou encore simplement on ne fait rien, mais cette non-action nous apporte du plaisir. Et je pense que quasiment à chaque fois qu'on éprouve un vrai grand plaisir dans un jeu vidéo, dans un jeu ou dans la vie, c'est une certaine contemplation qu'on... En fait, le fait est qu'il y a eu une conférence juste avant dans laquelle ils en ont un petit peu parlé via ce qu'on appelle l'état de flow, il me semble. Ça, vous me corrigerez, je parle sous votre contrôle. Qui est justement ce sentiment de totale concentration sur un jeu et de totale maîtrise d'un jeu qui crée justement ce sentiment de plaisir que les game designers, à travers leurs jeux vidéo, cherchent à reproduire pour inciter les gens tout simplement à y revenir. Parce que non seulement il y a le plaisir, mais il y a la dépendance. C'est-à-dire que le flow, c'est un état qui nous donne envie d'y retourner. Est-ce que c'est de ça dont tu voulais parler en creux indirectement ? Non, c'était surtout le fait que pour moi, aucune contemplation ne ressort avec une émotion négative. Il y a toujours pour moi une certaine positivité dans la contemplation. Alors, on peut contempler un drame. Hein. Ouais, on peut contempler à quel point on s'est planté. Mais on savoure les par rapport à la question, je pense que c'est quelque chose de très juste. C'est de se dire, effectivement, il y a une dynamique parfois dans les jeux et dans les jeux vidéo. Bon, je parle beaucoup de jeux vidéo parce que voilà, je suis plus sur ce domaine-là. Mais disons qu'en tout cas, il y a cette dynamique de dire aux joueurs, on va te permettre de contempler le résultat de tes actions, donc ton acte, lorsqu'il est accompli, hein, lorsqu'il est réussi même. Et très souvent, c'est par exemple les fatalités dans Mortal Kombat, et on va contempler à quel point on démembre son adversaire. C'est ces choses-là, quoi. C'est-à-dire, il faut voir quel est le sens que l'on va donner au moment de contemplation dans le jeu. C'est je suis enfin arrivé à cet endroit que je souhaitais atteindre. Je suis enfin arrivé à mener cette suite d'actions. Ou bien, je contemple le drame qui est en train de se jouer devant moi, etc., etc. Donc, il y a aussi différents sens qui, je pense, sont donnés au moment de contemplation. Et bien sûr, un des sens les plus récurrents, c'est le moment du plaisir qu'on donne, où on donne à voir aux joueurs le résultat de ses actions, quoi. Sachant que du coup, dans tous les jeux que je monte là depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, je me suis enregistrée en train de jouer donc dans ces jeux où vraiment il n'y a que de l'exploration, ça part vraiment du principe que le plaisir naît de... Alors, en plus, moi, ça me dérange depuis tout à l'heure, de toute façon, toujours d'opposer contemplation et action, mais je pense qu'on peut avoir vraiment énormément de plaisir à pas non plus faire grand-chose. Ouais. Là, ces jeux-là sont faits vraiment pour parler que de ça, que d'un bonheur né à juste déambuler dans des espaces et à les découvrir. Et tu fais quelque chose. Et tu es en train de faire quelque chose. Là, potentiellement, du coup, on ne me voit pas agir, mais... Parce que je me suis dit, sinon, ça va être trop long de lancer à chaque fois chaque jeu, Unity, machin. Donc, pour toi, quand on contemple, on fait quelque chose ? Oui, non, mais là, typiquement, on voit Isabelle qui déambule dans des espaces. Elle est en train de faire quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre la question de l'action et ensuite, il y a différents registres d'action. Donc vous pouvez la souris en témoigne. Une activité plutôt calme, plutôt posée, plutôt on prend son temps. On est quand même dans une activité. C'est pas,
On n'a pas besoin de courir partout, sautant dans tous les sens, en tirant sur tout ce qui bouge pour être dans une activité. Là, pour moi je vois de l'activité. Et ensuite, la question du regard qu'on peut poser sur ça, est-ce qu'on peut adopter une posture contemplative et apprécier le spectacle, le paysage qui se déploie sous nos yeux à mesure qu'on avance, eh bien voilà, ça me semble relever de la contemplation. Donc je trouve que ça cohabite plutôt bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Ouais. Yann? Je me permets de poser juste une question, parce que je vois pas de main levée, c'est pour ça. C'est marrant parce que j'ai une tendance à avoir une définition beaucoup plus stricte de la contemplation. Parce que je vous écoutais et j'entendais bien les différents usages linguistiques de l'expression. Et dans de nombreux cas, j'aurais pas nécessairement employé le terme contempler. J'aurais parfois utilisé regarder, parfois observer, parfois être témoin d'eux. De temps en temps aussi peut-être contempler. Enfin moi, du coup, je ne dis pas que ces usages sont mauvais, parce que dans la vie de tous les jours, je l'emploierais aussi de manière assez large, contempler. Mais si j'en viens à réfléchir à la question, celle qui était posée, pour moi la contemplation, c'est vraiment, pour reprendre les anciens, Platon puis Aristote, en gros, pour revenir chez les Grecs, c'est un lien, je ne peux pas m'empêcher de voir un lien à la théoria, donc un rapport au vrai. Là où, par exemple, quand on oppose classiquement, si je me rappelle bien, poiesis, praxis, théoria, c'est-à-dire poiesis, c'est la production, praxis, c'est l'action. Donc l'action, c'est politique, mais on pourrait imaginer des actions de jeu. Et la théoria, en fait, c'est le moment, en fait, de contemplation du vrai, alors qu'on soit dans un modèle platonicien ou dans un autre, peu importe, on peut contempler les idées, contempler, avoir une sorte d'esthétique, on peut avoir une autre philosophie, dire, voilà, un espèce de moment vrai, l'extase, quelque chose. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, la contemplation est liée aussi à ce qu'on appelle l'expérience mystique. C'est-à-dire l'expérience à un moment donné que tu fais... tu as en toi, d'un coup, en un regard, tu as la totalité des informations qui t'entourent, qui te sont données. L'état de flow, par exemple, c'est un état, je pense, où les gens ont cette sensation qu'ils savent tout, qu'ils maîtrisent tout. Il y a une espèce d'idée de totalité. On a la totalité. Et quand on a une expérience mystique, au sens d'un sentiment d'une totalité bornée dans l'univers, on a l'impression comme ça d'accéder au vrai parce qu'on a accès à la totalité des faits qui nous entourent. Et je pense que c'est pour ça que les deux éléments sont liés. Et donc dans la contemplation, il y a cette idée qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on est comme maître du jeu, quoi. Qu'on a toutes les clés en main et donc on n'a plus, entre guillemets, aucune raison... Enfin, si, on a des raisons d'agir, mais que toutes nos actions sont parfaitement coordonnées à l'univers, que tout est parfaitement adéquat. C'est ça un peu, moi, il me semble, dans l'état de flow, ce qui se passe. Ces sentiments. Regardez par exemple les joueurs de foot qui commentent leurs plus grands exploits sportifs et qui disent qu'ils sont carrément au-delà même de leur corps. Comme si à un moment donné, ils avaient accès à la totalité des actions exactes de ce qu'il fallait faire. Et là, tu vois, la notion de vérité, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on est à la fois détaché de soi-même, en même temps, on est en plein dedans soi-même, au sens où on est en train de faire l'action idéale. Il y avait une question ou une réaction en bas, ici. Pardon, ta remarque très juste. Enfin, en tout cas, il y a une vraie force de résonance dans ta remarque, de resituer ça par rapport à la question de la mystique. Et sur les états de transe, il y aurait beaucoup de choses à dire en partant de ce point de départ. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas trop lancé là-dessus, c'est qu'ils en ont pas mal parlé en fait tout à l'heure. Alors, ils n'ont pas présenté ça sous la forme d'état mystique, d'expérience mystique, mais c'est vrai qu'ils ont parlé d'hypnose, de transe, etc. Yann, t'avais pas fini. Juste pour continuer, j'avais entendu le créateur de Rez dire que en fait, s'il a créé ce jeu, c'est qu'en fait, il voulait retrouver les expériences de transe qu'il avait pu avoir dans les rêves parties en Suisse. Ouais. Et c'est réussi, hein. Parce que moi, pour les avoir fréquentés, non. Moi aussi. C'est super réussi. Mais c'était juste pour continuer. C'est super réussi. Comment ça peut être même à l'origine d'un jeu. Il y avait une remarque. Ça a été... Yann, tu voulais rien rajouter d'autre ? On te repassera peut-être le micro après, je sais pas.
Oui, par rapport à l'état de transe, j'étais à moitié d'accord avec vous, parce que c'est pas forcément quelque chose où on contrôle tout, c'est quelque chose où on vit l'instant. Mais on le vit tellement qu'on ne pense même plus. Ouais, Et c'est que oui, mais tu vois quand même le lien avec la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a accès, tu vois, à quelque chose qui est de l'ordre. On vit pleinement sa vie. Oui. On est dans le vrai au c'est sens des anciens. on ressent. Moi, ce que je considère, c'est qu'on ressent totalement son corps, en fait. C'est qu'on est concentré sur l'action. Notre corps n'a qu'un seul but, c'est faire l'action. Donc on la vit tellement pleinement qu'on a accès à une certaine vérité. C'est la même chose pour le joueur de foot où ils réfléchissent plus à je vais tirer dans la balle, c'est je vais mettre la balle dans le truc. Et ils le vivent carrément, quoi. Mais tu vois, c'est le paradoxe. C'est le côté mystique, oui. C'est qu'en même temps qu'ils disent le vivre, ils disent qu'ils sont en dehors d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ils disent, en même temps qu'ils disent j'agis parfaitement et en adéquation, en même temps, ils ont l'impression de se contempler eux-mêmes en train de faire action. D'ailleurs, les plus grands génies disent souvent de leur travail, c'est pas moi qui l'ai fait, ou vous savez, ils prennent du recul, ils disent non, mais c'était un coup de bol. Enfin, il y a souvent, on entend souvent ce genre de propos. Donc, ça, c'est bizarre. Et j'ai l'impression que ce thème, ce sujet là. Parle de ça aussi, du moment où la contemplation et l'action ne font qu'un. Oui, parce que finalement, ça renoue un peu l'opposition qu'on voulait faire, mais là, cet exemple-là montre effectivement que c'est intimement lié, c'est-à-dire on peut très bien se contempler en train de bien agir, quoi. C'est bizarre. Voilà. Mais en même temps, bon, je pense que l'état de flow, c'est une théorie qui est surestimée, enfin, à mon avis, personnel, qui est surestimée, parce que dans ce cas, elle part tirer du principe que nécessairement, pour prendre du plaisir à un jeu et pour être vraiment dedans, il faudrait être constamment dans cet état de flow. Or, quand on essaie de voir avec les joueurs ce qui se passe réellement, ou quand, sur sa propre expérience, on fait un peu des retours là-dessus, on se rend compte que ce moment-là, il est souvent très bref et qu'il y a plus du hors-flow que du flow. Il faut interroger les joueurs qui l'ont vraiment vécu et les joueurs qui ne l'ont pas vécu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du flow qui ne l'ont jamais vraiment vécu. Et quand tu as justement, c'est bien pour ça que je dis que la théorie est surreprésentée par rapport à l'expérience des joueurs. Entendu, à ce niveau-là, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Oui, une main se lève. Oui, d'accord, ça marche, mais on a encore le temps, je crois. Oui, je ne suis pas certain que le comparatif avec les découvertes scientifiques soit vraiment pertinente. Lorsqu'un génie va dire « j'ai pas l'impression que ça vient de moi », il va dire « j'ai pas l'impression que ça vient de ma pensée que je maîtrise ». Consciente. De la pensée consciente. Ça n'empêche que ça vient de lui. Ça vient de son fonctionnement interne. Après, au départ, il y a une question sur la contemplation doit-elle être uniquement visuelle. On peut se poser la question de toute manière. Par exemple, au final, la question est presque posée pour la musique, il me semble. Lorsqu'on va entrer dans un état de profonde immersion dans ce qu'on écoute, le fait est qu'on va fermer les yeux. Et donc on ne va plus être dans la contemplation, mais dans l'intériorisation. Pareil, lorsqu'on va être dans un livre et qu'on va rentrer dans un état de contemplation, au final, on arrête de lire. Et on se rentre dans une contemplation, mais d'une image intérieure qu'on se fabrique soi-même. Et donc, on est toujours dans du visuel qui est interne, mais c'est J'aurais voulu en parler parce que c'est là-dedans que je travaille, en fait, parce que moi, je suis créateur de jeux de rôle, et tout ce dont tu es en train de parler là, c'est vraiment mon domaine d'étude. Mais malheureusement, le créneau est assez court, et puis ça a été un petit peu abordé aussi au cours de la conférence. Oui, tout à fait. Mais c'est Donc toi, tu nies le fait que la contemplation puisse être uniquement l'effet d'un phénomène visuel. Pour toi, un aveugle est capable de faire l'expérience de la contemplation. Mais il fait l'expérience de la contemplation visuellement. Peut contempler. Attention, il voit. Très bien, on est d'accord. Non. Il ne voit. Faut bien comprendre que il contemple visuellement. C'est pas parce qu'il ne reçoit pas des ondes, des ondes lumineuses qu'il ne voit pas. Son cerveau est capable de créer une image. Pour toi, voir, c'est conceptualiser, c'est donc concevoir. Non, voir, c'est avoir une image dans le cerveau est capable de produire une image sans luminosité. C'est concevoir. C'est la différence avec la perception. C'est perception et voilà. Un aveugle, on peut lui brancher un dispositif de caméra qui lui permettra d'avoir une image. Quand il va vouloir se représenter quelque chose dans le crâne, il va créer une image avec les mêmes réseaux neuronaux. Tout à fait. Donc c'est bien une image. Donc il a besoin de voir. Donc la contemplation, c'est bien de la vision.
que ce soit de la vision lumineuse qui arrive ou qu'on se construit soi-même. Tu te rends pas compte, mais tu es en train de défendre une théorie bien particulière de la vision qui est la théorie fonctionnaliste. Et les gens ne sont pas tous d'accord avec toi sur ce point. Mais bon, on n'a pas le temps de débattre du fonctionnalisme ici, mais est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que malheureusement, Sébastien nous quittait à 18h pile, donc il nous reste à peine c'est juste qu'entre les deux conférences, ça va faire juste si on débat. Ah, t'inquiète, je vais respecter l'horaire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quoi, le téléphone d'Isabelle n'est pas à l'heure, c'est ça? Non, je sais pas. Je vois Yann qui sourit. Il reste 2 minutes, d'accord, ok. 2 questions, bon, c'est bon. C'était juste pour répondre vite fait sur les dernières affirmations qui ont été données. Le cerveau peut créer des images auditives ou des images de toucher ou des images conceptuelles, justement. Vous voulez vraiment parler visuelles. de ça? Moi, je veux bien. Juste pour répondre. Un aveugle qui n'a jamais vu ne peut pas avoir d'image visuelle dans la tête. Il a des images auditives, il a des images de toucher, des images, mais pas visuelles. Non. Enfin, certains chercheurs pourraient le contester. On sait que certaines personnes avec des dispositifs auditifs, alors ils peuvent pas dire s'ils voient ou pas, mais ils prétendent voir, eux en tout cas. Donc le cerveau a l'air de faire le travail, c'est-à-dire en fonction des informations sonores qu'il reçoit, il fait le travail de créer ce que la personne nomme une image. Après, étant donné qu'elle n'en a jamais fait l'expérience, elle ne peut pas dire s'il s'agit véritablement d'une image telle que nous on l'aperçoit. Mais dans le cas des gens qui ont subi un accident et qui ont le cortex visuel détruit, si on leur fixe ce dispositif, ils disent revoir exactement, alors pas exactement, mais ils disent presque comme avant. Je vois presque comme avant. C'est quand même assez fascinant. Oui, mais on a aussi fait des expériences inverses avec des gens qui n'avaient jamais vu de leur vie, à qui on a donné une vision très floue, très approximative, et pour qui c'était totalement nouveau. Ils n'avaient jamais vu dans leur tête, c'était comme la nouvelle couleur de... Mais ils avaient su concevoir, puisque lorsque les aveugles... Voilà. Mais on n'a pas besoin de visuel pour concevoir. Et donc, vous, toi, ton point par rapport à la contemplation, tu penses que c'est quelque chose de purement visuel ou... Non, pour moi, c'est interne. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre contemplation et transe. C'est que la contemplation, c'est quelque chose qu'on reçoit, qui fait écho en nous, qui résonne, c'est ce que disait Brice, à partir d'un extérieur, alors que le flow, c'est l'inverse. C'est nos vibrations qui résonnent sur l'extérieur. Pour reprendre l'idée de vérité, de philosophie, c'est la contemplation, on a accès à la vérité, alors que le flow, c'est l'inverse, on impose la vérité. Elle vient de nous. Et elle répond bien dans le monde, quoi. Et elle nous dépasse. En tout cas, voilà. La transe, pas le flow. Tu es d'accord avec Brice, c'est dire que, en tout cas, l'expérience contemplative, elle vient de soi-même, entre guillemets. C'est soi-même. J'ai jamais dit ça. Ah bon? Je croyais. Non, mais je comprends rien de ce que dit Brice depuis le début de cette conférence. Alors, je suis désolé. J'arrive pas à reformuler tes idées. Est-ce qu'il y a une dernière question? Apparemment, on a le temps d'en prendre une dernière. C'est Yann, en fait, qui voulait finir son... Non? C'est vrai? Non? Bon. Dans ce cas-là, une question. Je ne vois pas de doigts se lever, a priori. Donc, c'est bon. On peut conclure. Eh bien, merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci, Isabelle, de nous avoir amené des expériences un peu limites. Hein. On peut remercier Isabelle. Merci à Sébastien d'avoir été notre guide définitionnel et d'avoir bien posé les choses au début de cette émission. Merci. Sébastien. On peut l'applaudir également. Moi, personnellement, je ne remercie pas Brice, puisque je ne l'ai toujours pas compris, mais vous pouvez le faire. Merci, Brice. Merci.